Au début de ce siècle, vivait à Londres un riche lord du nom de Phileas Fogg. À cette époque, les messieurs fortunés dînaient et bavardaient dans des clubs. Phileas Fogg était un membre éminent d'un de ces clubs. Tous les midis, il y mangeait abondamment tout en buvant du thé. Pendant ce temps, son fidèle serviteur français, Passepartout, veillait à ce que tout se passe de façon irréprochable dans la maison de son maître. Chaque jour, Passepartout, qui était un homme très strict, s'assurait que tout était exactement comme son maître le désirait. Dans son club aussi, Fogg exigeait que l'ordre règne. Après chaque repas de midi, il jouait une partie de bridge avec d'autres membres du club. Ensuite, il discutait des nouvelles du jour avec Sir Andrew Stuart. Vous avez lu l'article au sujet de ce gentleman cambrioleur, Sir Fogg? Assurément. Un plan brillamment exécuté, dois-je admettre, malheureusement. Emporter 55 000 livres en billets de banque, il faut être courageux. Mais ils l'attraperont bien. Scotland Yard envoie des détectives dans tous les ports du monde. Je pense pourtant qu'avec cet argent, il va pouvoir fuir. Et où donc? Le monde est grand. Il l'était jadis, Sir Stuart. Mais aujourd'hui... Hier encore, je lisais dans le Times qu'il est actuellement possible de faire le tour du monde en 80 jours. En théorie, oui, en théorie. Il peut arriver tant de choses, des tempêtes, des bêtes sauvages. Je parierais 20 000 livres que ce voyage est impossible. Et moi, je parie la même somme qu'il est possible. Marché conclu. Parfait. Je pars immédiatement. Sir Stuart en resta bouche bée. Il savait néanmoins qu'on pouvait s'attendre à tout avec Phileas Fogg. Tout fut réglé en un rien de temps. Sir Fogg alla donner des instructions à son serviteur. Le lendemain, Sir Stuart assista au départ avec 2 témoins. De longs articles parurent dans les journaux au sujet du tour du monde de Sir Fogg. Toute l'Angleterre était en émoi. Les Anglais adorent ce genre de pari. Mais le lendemain, les journaux parlaient d'autre chose. Qu'est-ce que je lis? By Jove! Sir Fogg serait le cambrioleur qui aurait volé les 55 000 livres. Son voyage autour du monde ne serait rien d'autre qu'une fuite déguisée? Se serait-il moqué de moi? Sir Fogg, un voleur? Je ne peux le croire. En fait, la rédaction du journal avait reçu par erreur un télégramme adressé à Scotland Yard par le fameux détective Fix. Celui-ci y annonçait que Phileas Fogg était le cambrioleur recherché par tout le monde. Entre-temps, à bord du bateau à vapeur Mongolia, Phileas Fogg avait quitté Brindisi en Italie pour Bombay en Inde. L'agent secret Fix se rendit directement à Suez. Le bateau devait en effet y accoster pour faire le chargement de charbon. Ah, voilà le Mongolia. Faisons attention, ce bandit ne peut m'échapper. Cette prise me rendra célèbre dans le monde entier. Quelle ne fut pas la surprise de Fix lorsqu'un passager vint lui demander où se trouvait le consulat anglais. C'était Passepartout. Le serviteur de Phileas Fogg lui tendit un passeport où il lui fallait un visa. C'est votre passeport? Non, monsieur, c'est celui de mon maître, Phileas Fogg. Il est resté à bord. Bon. Je vais vous indiquer le chemin, monsieur Passepartout. Tandis que Passepartout faisait la file pour obtenir les cachets nécessaires, Fix se précipita chez le consul d'Angleterre. Il supplia ce dernier de faire arrêter Sir Fogg. Mais le consul refusa. L'homme avait un passeport en règle et Fix n'avait aucun mandat d'arrêt valable. Il n'y avait donc provisoirement aucune raison de mettre Sir Fogg sous les verrous. Pas de chance. Mais à la prochaine étape, à Bombay, j'aurai ce mandat. Je ne le raterai pas alors. Je monte sur le même bateau et je ne le quitte pas d'une semelle. Non, Sir Fogg. Fix ne s'avoue pas vaincu si vite. Sir Fogg avait offert au capitaine et à l'équipage une prime s'ils arrivaient en avance. Malgré la tempête qui se levait, le bateau avançait à pleine puissance. Vous ne semblez pas gêné par les vagues, monsieur Passepartout. Oh non, pour autant que j'ai assez mangé, mais comment connaissez-vous mon nom? Ah oui, vous êtes le monsieur qui m'a indiqué le chemin. Vous allez aussi à Bombay? En effet, oui. Mon nom est Fix.
Et vous êtes le domestique de ce lord voyageur. Votre maître n'est pas bien? Je ne le vois jamais sur le pont. Sir Fogg est frais comme une rose, mais il doit être fatigué. Il voyage comme un fou tout autour du monde. Et pourquoi est-il si pressé? Il a une mission secrète ou quoi? Je ne sais pas. Je préfère ne pas le savoir. Monsieur Fix, mon maître est un homme étrange. Après cette rencontre, Fix et Passepartout se virent souvent sur le pont. Fix voulait apprendre le plus possible au sujet de Phileas Fogg et payait à boire au bar à Passepartout. Quelques jours plus tard, le bateau entra dans le port de Bombay, 2 jours en avance. Passepartout apprit à Fix que son maître allait traverser l'Inde en train. Il restait quelques heures avant le départ du train. Fix quitta le bateau le premier et se rendit au commissariat principal de Bombay. Mais le mandat d'arrêt n'était pas encore arrivé. Diable! Il faut que je continue à suivre ce Fogg. Fix suivit Passepartout lorsque, plus tard, celui-ci alla faire des courses en ville. Il le vit entrer dans un temple sans ôter ses chaussures. En Inde, il s'agit là d'un délit grave. Passepartout fut poursuivi par une foule furieuse et ne parvint que difficilement à lui échapper. Sacrilège! Des chaussures dans un temple! Maudit Européen! Passepartout sauta juste à temps dans le train où son maître l'attendait. Il partait pour Calcutta. Fix n'était pas monté dans le train. D'un air soucieux, il regardait les Indiens qui arrivaient sur le quai. Tiens, cela me donne une idée. Attendez-vous à une surprise quand vous arriverez à Calcutta, cher monsieur Fogg. Permettez-moi de me présenter, brigadier général Francis Cromarty. Je suis heureux de me trouver dans le même wagon qu'un sujet anglais, car le voyage est si long. Phileas Fogg, enchanté. Votre domestique a eu de la chance, monsieur Fogg. Ce genre d'erreur est sévèrement puni par le gouvernement. Si cette foule l'avait attrapé... Aïe, 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 aïe. Épuisé, Passepartout était tombé endormi. Lorsqu'il se réveilla péniblement, il pensa qu'il rêvait. Le train traversait une forêt sauvage. Le grincement des roues effrayait des tigres et des serpents. Des éléphants barrissaient au passage du train. Que se passe-t-il? Pourquoi le train s'arrête-t-il? La voie est interrompue. Et maintenant? En fait, la jonction se trouvait 85 km plus loin. Pour Fogg, il s'agissait là d'un coup dur, car jusqu'à présent, son horaire avait été bien respecté. Il resta calme, cependant. De commun accord avec le général, il loua un éléphant et un cornac. 1 heure après l'arrêt du train, Fogg, le général de brigade et Passepartout étaient perchés sur Kiuni avec leur guide. Au fond, ce n'est pas si grave. Regardez, monsieur Fogg, cette jungle est un paradis pour un chasseur né comme moi. Si je pouvais rencontrer un tigre... Pour moi, seule la réussite du voyage compte, brigadier. Mais à la fin du premier jour, l'éléphant était déjà fort fatigué. Les voyageurs cherchèrent un endroit pour se reposer. Puisque nous nous arrêtons, je vais aller chasser un peu, monsieur Fogg. Puis-je emmener Passepartout? Si vous voulez, mais faites attention. Une tempête s'annonce, me semble-t-il. Phileas Fogg avait raison. Un peu plus tard, un éclair aveuglant zébra le ciel noir. Il faisait très sombre et un orage se déchaîna. J'aurais attendu plus de prudence d'un brigadier général. Va-t-il pouvoir retrouver son chemin dans l'obscurité? Fogg et le guide indien n'eurent pas beaucoup le temps de se pencher sur le problème, car l'orage se transforma vite en une tempête d'une violence incroyable. L'éléphant Kiuni devint inquiet, et quand la foudre frappa un figuier proche, le pachyderme s'enfuit dans la jungle. L'Indien voulut le poursuivre. Ne tentez pas de le suivre, mon vieux. C'est insensé. Nous ferions mieux de retrouver le brigadier et mon domestique. Nous attendons 1 minute. Pas 1 seconde de plus. Nous allons être grillés vivants. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Dans la mer de feu qu'était devenue la jungle, une forme portant un fusil se dessinait. Tonnerre, je n'en peux plus.
Mais qu'est-il arrivé à Passepartout? La foudre est tombée tout près de lui, mais nous n'avons pas eu le temps de discuter. Partons. Tour à tour, Fogg, Cromarty et l'Indien portèrent Passepartout inconscient. Le feu gagnait du terrain. Heureusement, après une demi-heure, ils arrivèrent au bord d'une rivière qu'ils purent traverser. Un géant se dressait sur l'autre rive. C'était Kiuni, leur éléphant. Celui-ci poussa un barrissement joyeux. La fraîcheur de la rivière l'avait calmé. Ils poursuivirent donc leur chemin à dos d'éléphant. Il fallut attendre 3 heures pour qu'ils ne voient plus le feu derrière eux. Tout le monde était épuisé. Fogg vit que Passepartout revenait à lui. Où suis-je? En Inde, paresseux. Le lendemain matin, ils repartirent dans une jungle toujours aussi hostile. Soudain, ils aperçurent des ombres dans les buissons qui les entouraient. Des tigres! Des tigres! Chut! Espèce de cinglé! C'est la chance de ma vie! Et en effet, une grosse tête jaune et noire sortit d'un fourré, suivie d'un puissant corps armé de terribles griffes. À moins de 20 mètres des voyageurs, l'animal assoiffé de sang avançait majestueusement. L'éléphant se mit à piétiner le sol. By Jove, retenez cet animal! Si le tigre saute sur lui, nous sommes perdus. Il faut que je puisse viser calmement et que je le tue du premier coup. Sinon... Mais juste à ce moment, Kiuni, mort de peur, se mit à galoper droit devant lui. Le félin le suivit gracieusement. Arrêtez-le! Arrêtez-le tout de suite! D'un effort surhumain, le cornac parvint à retenir l'éléphant. Juste à ce moment, le tigre fit un bond formidable en avant. Un coup de feu retentit. Un coup de maître, brigadier. J'aurai un beau récit de chasse à faire au club, monsieur Fogg. Le reste du voyage se poursuivit dans la bonne humeur. Phileas Fogg avait calculé qu'il était toujours dans les temps. Kiuni arrivait d'ailleurs aux abords du Gange. Que se passe-t-il? Ces cinglés ont allumé un feu par cette chaleur? Il s'agit d'un lieu sacré pour les Indiens, mon cher. Ils pensent que Bouddha y est venu un jour. Des 4 coins du pays, ils y amènent leurs mourants et y brûlent leurs morts. Vous en connaissez des choses, monsieur Fogg. Passepartout m'a trouvé tous les ouvrages nécessaires avant que nous partions, sir. Cela devient trop agité ici. Suivons un autre chemin. Regardez là, monsieur, une procession. By Jove, ils emmènent une femme. Qu'est-ce que cela signifie? Mon Dieu, qu'elle est belle! La procession des brahmanes traînait en effet une belle jeune femme. Tout son corps était orné de colliers, de bagues et de pierres précieuses. Des gardes armés de sabres nus portaient sur un palanquin le cadavre d'un vieux Maharaja très riche en apparence. Un suti, C'est-à-dire? un sacrifice humain. Cette belle femme est l'épouse du défunt. Il faut qu'elle suive son mari dans la mort. C'est la loi en Inde. Quel barbare! Mais cette femme ne va pas au bûcher de son plein gré. Elle est droguée. Comment sais-tu cela? J'ai un peu lu dans les livres de mon maître. Il est alors de notre devoir de sauver cette femme. Tout à fait d'accord, mais cela ne sera pas facile. Vous avez vu la foule? Le cornac guida l'éléphant le plus discrètement possible à travers les fourrés pour suivre la procession. Ils arrivèrent en vue d'un temple. Fogg et ses amis attendirent sous le couvert des buissons pendant que les Indiens préparaient un énorme bûcher. Lorsqu'il fit noir, ils osèrent se rapprocher. La porte du temple était gardée par des hommes armés de sabres. Fogg, Passepartout et Cromarty contournèrent le bâtiment. À l'arrière, celui-ci n'était pas surveillé. Il était fait de bois et de roseaux, et Phileas Fogg n'eut aucune peine à y découper une ouverture à l'aide de son couteau. Regardez là-bas le bûcher. Ils sont tous autour. Nous ne parviendrons pas à nous approcher. Mais si, regardez cet arbre-là. Les branches pendent au-dessus du bûcher. Le cadavre du Maharaja est déjà placé. Voilà ce que nous allons faire.
Un peu plus tard, les portes du temple s'ouvrirent. La jeune femme fut traînée par 2 prêtres jusqu'au bûcher. La foule les acclama. Un parfum d'opium flottait dans l'air. Le corps de la jeune femme, manifestement inconsciente, fut installé à côté du cadavre. Un prêtre approcha, une torche enflammée. Les flammes montèrent. Soudain, un cri d'indignation s'éleva. La foule affolée se prosterna. Sur le bûcher, le cadavre venait de se dresser. Il prit la jeune femme dans ses bras et sauta à travers les flammes. Le Maharaja ressuscité emportait sa femme vers l'arrière du temple où l'attendaient Fogg et le brigadier général. Venez, messieurs, il est grand temps de fuir. Voilà du bon travail, Passepartout. Courez! C'était en effet Passepartout qui avait utilisé une branche d'arbre pour arriver sur le bûcher et qui avait mis le turban du Maharaja. Mais en sentant une odeur de chair brûlée, les Indiens se rendirent vite compte que le cadavre se trouvait toujours sur le bûcher. Furieux, ils se lancèrent à la poursuite des fugitifs. Les 3 hommes emportant la jeune femme se précipitèrent vers l'endroit où le guide les attendait avec l'éléphant. Grâce à Kiuni, les fuyards prirent rapidement de l'avance. À 10 heures, ils furent à Allahabad. Il n'en restait alors que 4 heures de train pour atteindre Calcutta, d'où ils partiraient le soir pour se rendre à Hong Kong en bateau. Le brigadier général leur fit ses adieux à Allahabad. Fogg, Passepartout et la jeune femme toujours inconsciente montèrent dans le train. Je pense que madame revient, elle, monsieur. Où suis-je? Calmez-vous, madame, calmez-vous. Buvez un peu. Quand Fogg eut terminé de raconter comment il l'avait sauvée, la jeune femme les remercia chaleureusement. Fogg lui proposa immédiatement de les accompagner à Hong Kong. Mrs. Aouda accepta avec plaisir. Elle avait en effet de la famille à Hong Kong et pourrait y loger. 3 heures avant le départ du bateau, ils arrivèrent à Calcutta. Mais à la gare, un agent de police vint à leur rencontre. Il arrêta Passepartout qui, quelques jours plus tôt, avait osé pénétrer dans un temple avec ses chaussures. Il s'agissait là de l'idée de l'agent fixe. Il voulait retenir Fogg à Calcutta jusqu'à ce que son mandat d'arrêt arrive. Passepartout fut condamné à 14 jours de prison et, Fogg étant son maître, il fut également enfermé pour 1 semaine. 14 jours. Calme-toi, Passepartout. Je vais payer ta caution et nous serons libres. Le juge exigea 1000 livres par personne, un montant jamais réclamé. Phileas Fogg paya cependant sans broncher. C'est un scandale. Ce cambrioleur achète sa liberté avec de l'argent volé. Après avoir payé la caution, Fogg, Passepartout et Mrs. Aouda montèrent sans tarder à bord du bateau qui devait les emmener à Hong Kong. À la dernière minute, un passager grimpa la passerelle en courant. C'était l'agent fixe. Il ne me reste plus qu'à suivre ce voleur, même si je dois aller jusqu'au bout du monde. Le voyage se passa sans problème, tandis que Fix imaginait des tas de plans. La veille de l'arrivée à Singapour, il s'arrangea pour rencontrer Passepartout sur le pont. Bonjour, monsieur Passepartout. Quelle surprise de vous rencontrer ici. Quel hasard! Vous faites également le tour du monde? Oh non. On prend un verre au bar? Passepartout se mit à réfléchir rapidement,
et conclut que cet homme étrange qui semblait les suivre partout devait être un espion à la solde des membres du club londonien de son maître. Il voulait certainement vérifier si ce dernier faisait bien le tour du monde. Mais il allait à son tour surveiller ce monsieur. Ce n'est pas de refus, monsieur Fix. Vous faites le tour du monde, alors. Effectivement, c'est un pari. Vous pensez que c'est réellement la raison pour laquelle votre maître voyage? Ah, vous pas? Je sais tout. Combien vous a-t-il donné? Et vous, monsieur, combien avez-vous reçu? Après cette conversation bizarre, les deux hommes se retirèrent chacun de leur côté. Fix se mit à réfléchir sérieusement. Ce domestique avait-il compris qu'il était détective? Était-il possible que Fogg se moque de lui? Il était perplexe. Si le mandat d'arrêt n'est pas à Hong Kong, il faudra que je continue à suivre ces lascars. Une triste surprise attendait Mrs. Aouda à Hong Kong. Sa famille n'y était pas. Elle était partie pour l'Europe. Que vais-je faire maintenant, monsieur Fogg? C'est simple. Vous venez avec nous. Nous allons aussi en Europe. Oh, comment vous remercier, monsieur Fogg? Pendant ce temps-là, Passepartout avait remarqué que Fix paraissait décontenancé. Quelque chose vous tracasse, monsieur Fix? Non. Venez-vous avec nous en Europe? Oui. Je me le disais bien aussi. Vous ne pouvez apparemment pas vous passer de nous. Venez, allons boire quelque chose. Le soir, avant que le Carnatic ne quitte Hong Kong, Fix décida de se confier à Passepartout. Un instant, s'il vous plaît. Il faudrait que je vous parle sérieusement. Oh, cela peut attendre demain. Non. Il s'agit de votre maître. Oui. Et vous êtes un espion qui le surveillait. Écoutez-moi, monsieur Passepartout. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais lisez ceci. Et qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez bien lu. Cette signature est celle du commissaire principal de Londres. Je suis détective. Écoutez. Le 28 septembre, une somme de 55 000 livres a été volée à la Banque de Londres. Voici le signalement du voleur. Il correspond parfaitement à votre maître, non? Quoi? Vous êtes fou? Mon maître est l'homme le plus honnête du monde. Lorsque Fix se rendit compte que Passepartout ne doutait pas une seconde de l'honnêteté de son maître, il prit peur. Il décida d'aborder ce serviteur inébranlable d'une autre manière. Allez, j'ai inventé cette histoire extravagante pour tester ta fidélité envers ton maître. Viens, allons boire un coup. Et tandis que Passepartout, incrédule mais content quand même, avalait les uns après les autres les verres que Fix lui payait, le détective imaginait un plan diabolique. Il allait retenir Passepartout le plus longtemps possible pour que ce dernier ne puisse pas communiquer ses doutes. Le domestique venait à peine de s'écrouler sur la table, complètement ivre, que Fix alla lui louer une chambre où il coucha Passepartout endormi. Le lendemain, il le fit transporter à bord du Carnatic, qui allait quitter le port 1 heure plus tôt que prévu. Lorsque Fogg arriva sur le quai avec Mrs. Aouda, le bateau venait de partir. Monsieur Fogg, vous venez aussi de rater le bateau, je vois. Oui, il est vraisemblablement parti plus tôt que prévu. Vous étiez au courant? Moi? Mais non. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre le bateau suivant qui arrive dans 8 jours. Il y a tout de même d'autres bateaux dans le port. Fix, qui savait évidemment que le bateau devait quitter le port plus tôt, n'avait prévenu personne. Il pensait disposer ainsi de suffisamment de temps pour que son mandat d'arrêt arrive. Mais c'était compté sans Fogg. Celui-ci loua sans attendre un petit bateau pour rattraper le Carnatic. Malgré le mauvais temps, il y était presque arrivé quand le Carnatic s'apprêta à quitter le port de Shanghai, juste au moment où le petit bateau allait y entrer. Envoyez des signaux de détresse et tirez un coup de canon. Il faut que le bateau s'arrête pour nous. Son plan réussit. Le capitaine du Carnatic crut qu'il avait affaire à des naufragés et il envoya une chaloupe dans laquelle Fogg et Mrs. Aouda, ainsi que Fix, qui avait voulu les accompagner, purent monter sans encombre. Il ne fallut pas longtemps pour que Passepartout, fou furieux, repère Fix. Il se précipita sur le détective et les deux hommes roulèrent par terre. Arrêtez, je vous en supplie, monsieur Passepartout. Je vais vous expliquer. Je suis convaincu que votre maître est innocent. À partir de maintenant, je vais l'aider à gagner ce pari. Tu mens, crapule! Je vous le jure, c'est vrai. Il est évident que Fix mentait. Il avait finalement reçu son mandat d'arrêt,
Mais celui-ci n'avait aucune valeur en dehors du territoire anglais. Il fallait donc qu'il attende que Fogg pose le pied en Angleterre pour pouvoir l'arrêter. Soyons amis, je vous prie, monsieur Passepartout. Ami, il n'en est pas question. Si tu trahis mon maître, mon petit vieux, je te tords le cou de mes propres mains. Passepartout n'osa pas raconter l'incident à son maître. Il n'avait pas dit en effet à Phileas Fogg que la nuit qui précédait le départ, il s'était saoulé à Hong Kong. Fix resta jusqu'à la fin du voyage dans sa cabine. Un peu plus tard, le bateau entra dans le port de San Francisco. Malgré toutes leurs aventures, nos amis étaient parvenus à respecter leur horaire. Lorsqu'ils se rendirent chez le consul d'Angleterre pour faire valider leur passeport, ils tombèrent comme par hasard sur Fix. Comment est-ce possible que nous ne nous soyons pas vus à bord? Monsieur Fogg, j'espère que cela ne vous dérangera pas si je vous accompagne jusqu'en Europe. Je considérerais que vous me faites là un grand honneur. Je n'ai rien contre, monsieur. Mais Quoi? Passepartout? Rien, maître. Peu de temps après, Fogg et ses compagnons de voyage étaient installés dans un wagon de luxe du train qui devait leur faire traverser les États-Unis d'Amérique. Il leur faudrait 7 jours pour effectuer le trajet. Que se passe-t-il, monsieur Fogg? Pourquoi le train s'arrête-t-il? Va un peu voir ce qu'il y a, Passepartout. Le machiniste avait arrêté le train parce qu'un des câbles qui soutenait un pont avait été sectionné par une tempête de neige. Il allait falloir que les voyageurs descendent à pied dans la vallée pour y attendre un autre train. Phileas Fogg ne l'entendait pas de cette oreille. Au moyen d'un généreux pourboire, il parvint à convaincre le machiniste de tenter la traversée périlleuse. Que va-t-il arriver, Passepartout? Chut! Mrs. Aouda, mon maître a payé le machiniste pour qu'il poursuive son chemin malgré tout. Mais n'est-ce pas dangereux? Nous allons le savoir immédiatement, Mrs. Aouda. Le train roulait de plus en plus vite. Le pont, l'ombre des piliers qui filent. Sauvé! Juste comme le train venait de passer, le pont se fracassa dans le fond du précipice. Mais le lendemain, le train accéléra de nouveau comme un fou en sifflant à mort. Et soudain... Des Indiens! Oh, Phileas! Ne vous en faites pas, madame. Nous allons nous défendre. Les Indiens se lancèrent à l'attaque du train par centaines. Le machiniste et le chauffeur furent touchés les premiers. Un Indien voulut arrêter le train, mais au lieu de tirer sur le frein, il lança la vapeur. Le train poursuivit son chemin à une allure affolante. Maître, attention, là, à la fenêtre, un pot rouge. Merci, Passepartout. Il faut absolument arrêter le train, sinon il va dérailler. Je m'en charge. Mrs. Aouda, prenez mon arme et défendez-vous. Le courageux domestique arriva à se glisser discrètement sous un wagon pour ramper ensuite vers l'avant du train. Il parvint alors à détacher la locomotive qui fila seule à toute vitesse, tandis que les wagons ralentissaient lentement. Nous perdons de la vitesse. Passepartout a réussi. Mais quel est ce bruit, Phileas? C'est la cavalerie américaine. Nous sommes sauvés. Mais où reste Passepartout? Passepartout avait été malheureusement emporté par la locomotive. Phileas Fogg offrit au soldat une somme importante pour l'aider à retrouver son fidèle compagnon. À contre-cœur, Fix resta dans le train pour tenir compagnie à Mrs. Aouda. Le voilà parti pour courir après son larbin, ce cambrioleur de banque. Et bien sûr, il va maintenant savoir qui je suis. Et alors, ils prendront la fuite tous les deux. Et moi, je reste là avec mon mandat d'arrêt inutile. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Mrs. Aouda! Mais c'est Passepartout avec la locomotive. Comment est-ce possible? La locomotive filait à une telle vitesse que les Indiens affolés ont sauté. Le machiniste et le chauffeur étaient inconscients et je ne savais pas comment arrêter la locomotive. Nous avons alors continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Entre-temps, le machiniste et le chauffeur étaient revenus à eux et nous avons fait marche arrière. La locomotive étant en place,
le conducteur voulut repartir immédiatement. Mrs. Aouda le supplia d'attendre, mais rien n'y fit. L'express repartit dans la nuit, tandis que Mrs. Aouda, Passepartout et le détective de plus en plus énervé restaient sur la voie. Un peu plus tard, Phileas Fogg revint avec les soldats. Ils furent très heureux de retrouver Passepartout, mais Fogg se rendit vite compte qu'ils étaient dans le pétrin. Mon bateau part le 11 décembre à 21h de New York. Il faut à tout prix que j'y sois. Heureusement, un des officiers trouva une solution. Il y avait dans un fort des environs un véhicule étrange, un châssis établi sur 2 poutres un peu relevées à l'avant et dans lequel 6 personnes pouvaient s'installer. Un énorme mât supportait une voile. Ce moyen de transport servait à l'armée lorsque les trains étaient bloqués pour l'une ou l'autre raison. L'officier leur proposa de les amener à Omaha, où ils pourraient prendre un train pour New York. Mrs. Aouda, n'avez-vous pas froid? Pas du tout, monsieur Fogg. Je suis bien heureuse que nous ayons trouvé ce moyen de transport. D'après moi, nous devons bien faire du 100 à l'heure. Le vent glacial qui soufflait devenait de plus en plus insupportable. Le traîneau glissait maintenant sur l'immense lac Erie, gelé en profondeur. 1 heure plus tard, il s'arrêta à Omaha. Complètement gelés, nos amis s'installèrent dans un wagon confortable de l'express pour New York. Arrivés à destination, ils apprirent malheureusement que le bateau venait de partir pour Liverpool. « Oh, Phileas! Et maintenant, que faisons-nous » Passepartout n'avait plus du tout envie de rire, mais Phileas Fogg conservait son calme. Il se mit à la recherche d'un bateau qui serait prêt à lever l'ancre. Il trouva un bateau à vapeur et s'y fit conduire en canot. Il apprit que le bateau devait se rendre à Bordeaux en France. Le Henrietta était un bateau à vapeur à coque de fer dont le haut était en bois. En lui promettant une grosse somme, Fogg parvint à convaincre le capitaine de les emmener à Liverpool. Fix était de plus en plus persuadé que Fogg liquidait tout son argent pour n'en garder qu'un minimum sur lui quand il arriverait en Angleterre. Maître! Maître! Qu'y a-t-il? Le capitaine vient de me dire que la réserve de charbon serait épuisée avant que nous n'atteignions Liverpool. Quoi? Dis tout de suite au capitaine que je lui achète son bateau. Le capitaine ouvrit de grands yeux quand Fogg lui proposa 6 000 livres pour son bateau. Le marché fut immédiatement conclu. Comme il ne restait plus assez de charbon pour terminer le voyage, Fogg ordonna froidement aux matelots de démonter la partie supérieure en bois du bateau pour remplir la chaudière. Ils parvinrent ainsi à atteindre Cork, un port sur la côte irlandaise. Là, ils prirent le train pour Dublin, et de là, ils s'embarquèrent pour Liverpool. Ils voulaient ensuite trouver un autre train pour Londres, mais à Liverpool, Fogg avait enfin posé le pied sur le sol anglais. Au nom de la reine, je vous arrête, monsieur Phileas Fogg. Et puis-je savoir pourquoi? Parce que vous êtes le cambrioleur que je file depuis si longtemps. Crapule! Mon maître n'est pas un voleur! Fogg fut enfermé dans une cellule du bureau de douane de Liverpool. Il serait transféré à Londres le lendemain. Extérieurement, Fogg avait toujours l'air aussi calme, mais à l'intérieur, il était au bord du désespoir. À cause de cet imbécile de détective, il allait perdre son pari. Vers midi, il entendit du bruit devant la porte de sa cellule. Sir, je vous dois 1000 excuses, mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau au voleur. Celui-ci a été arrêté il y a 3 jours. Vous êtes libre. Oh, Phileas, comme je suis heureuse! Bouge-toi de là, stupide détective! Laisse mon maître passer! Phileas se leva d'un bond et sortit de sa cellule sans prêter la moindre attention au malheureux Fix. Suivi de Mrs. Aouda et de Passepartout, il trouva un véhicule qui l'amena finalement à la gare de Liverpool. Mais trop tard. L'express de Londres était parti 35 minutes plus tôt. Gardant son sang-froid habituel,
Fogg fit partir un train supplémentaire. Londres! Maître! Nous y sommes! Oui, mais jette un coup d'œil à Big Ben. J'ai mis plus de 80 jours à faire le tour du monde. J'ai perdu mon pari. Comme c'est terrible pour vous, Phileas. Madame, je suis désolé de vous avoir amené à Londres. J'étais un homme riche, mais j'ai tout perdu. Me pardonnerez-vous? Phileas, ne dites pas cela. Pauvre ou riche, mon cœur vous appartient. Madame, vous voulez dire... Que je veux devenir votre femme, certainement, du fond de mon cœur. Passepartout, veux-tu prier l'abbé Wilson de bien vouloir venir bénir notre mariage demain matin, lundi donc? Dès qu'ils furent de retour à la maison, Passepartout se précipita chez le révérend Wilson. Fogg commença par défaire ses bagages. Il irait ensuite avouer sa mauvaise fortune à ses amis du club. Mais soudain, Passepartout revint tout essoufflé. Maître, vite! Au club! Au club! Mais pourquoi, Passepartout? Oh, vite, monsieur! Je vous expliquerai en chemin. Il ne reste que 10 minutes. À l'intérieur et devant le club de Fogg, une foule attendait impatiemment son retour. Lorsque les journaux avaient annoncé que Phileas Fogg n'était pas le voleur présumé, le pays entier s'était passionné pour ce pari. Les amis de Fogg l'attendaient dans un salon tranquille. Messieurs, il est maintenant 20h43. Dans 2 minutes, mon ami Fogg aura perdu son pari. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Bonsoir, messieurs. Ciel! Phileas! Alors, comme d'habitude, tu arrives à la dernière minute comme si de rien n'était. Bravo, Old Boy! Tu as gagné! Que s'était-il donc passé exactement? Quand Passepartout était arrivé chez le révérend Wilson pour lui demander de bénir le mariage de son maître le lendemain matin, lundi, le pasteur lui avait répondu, étonné, que le lendemain, il ne serait que dimanche. Comment était-ce possible? Au cours de son périple, Fogg avait gagné un jour. Il avait en effet voyagé vers l'est, dans la direction du soleil, et de ce fait, pour lui, les jours devenaient de plus en plus courts. Il avait vu le soleil se coucher 80 fois, alors que pour ses amis à Londres, l'astre n'avait disparu que 79 fois. Fogg avait donc un jour d'avance en arrivant, et il avait mérité ses 20 000 livres. Il avait cependant dépensé 19 000 livres au cours de son voyage. Comme il ne s'intéressait pas à l'argent, mais qu'il s'agissait plutôt d'une question d'honneur, il partagea les 1000 livres restantes entre son courageux Passepartout et le pauvre Fix sur lequel il n'était déjà plus fâché. Chérie, ce voyage m'aura appris une chose. C'est amusant de gagner un pari, mais il est bien plus important de trouver l'amour. Mon amour, j'ose parier que nous serons très heureux.